N'hésitez pas, approchez-vous. Moi, je vais rester là, je vais rester debout et je suis vraiment là pour vous. Les amis, je commence. Bienvenue à cet espace de conversation. Le premier de l'IFTM 2023. Il y en aura un autre jeudi pour ceux que ça intéresse. Merci d'être là. J'espère qu'on va être rejoints. Alors, c'est un peu tôt, c'est le début du salon, mais voilà. Alors, je me présente. Moi, je m'appelle Emmanuel Liop. Je suis avocat à la Cour d'appel de Paris. Et ma spécialité, c'est la vôtre. C'est le tourisme, le droit aérien, les loisirs, etc. Et je travaille pour vous, les professionnels, en essayant d'appréhender vos problématiques et d'y trouver des solutions. Alors, ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, donc vous voyez, il n'y a pas de projection, il n'y a rien, c'est de vous présenter les enjeux juridiques, alors plutôt en B2C, mais n'hésitez pas si vous avez des questions sur le B2B, les enjeux juridiques de la vente de prestations touristiques et d'aériens. Et surtout, moi, ce que je voudrais vous donner, c'est les précautions, les recommandations à faire dans vos métiers, parce que finalement, vous vendez certes des voyages, mais sans le savoir, ou certains le savent, vous faites du droit finalement tous les jours, parce que le support de votre activité, c'est souvent un contrat, et notamment le contrat de vente de voyage à vos clients. Et en amont, ce sont les contrats que vous avez écrits ou pas écrits avec vos fournisseurs. Donc, c'est important de connaître, on va dire, peut-être même plus que les grandes lignes de ce qui gouverne votre activité pour accompagner vos clients du début jusqu'à la fin de la relation sans accroc. Et même, on va le voir, quand il y a des accros, de savoir les appréhender sans mettre un mouchoir dessus, parce que ça fait aussi partie de la relation avec vos clients quand éventuellement il y a des réclamations. Voilà. Alors, avant de vous donner donc mes recommandations ou mes réflexions, je voudrais savoir, donc on n'est pas très nombreux, mais ça n'est pas grave, moi il suffit d'un interlocuteur, ce que vous faites un petit peu. Alors, est-ce que j'ai des agences de voyage? Agences de voyage, outgoing ou réceptif? Réceptif, outgoing, réceptif aussi. Monsieur, est-ce que j'ai des tours opérateurs? Alors, je vous entends pas, mais allez-y. Compagnie aérienne, bon, on va faire un peu d'aérien, c'est très bien. Tour opérateur, yes. Compagnie aérienne. Et monsieur, IT provider. Ah, ça, c'est important aussi, parce que ça, c'est un peu la colonne vertébrale, justement, des choses dont on va parler, des outils, etc. Monsieur, vous êtes porte-micro, et ça, c'est très important. Ah non, mais c'est important. Monsieur qui est sur son ordinateur, lui, il bosse dans l'espace. Réceptif. Ah, vous allez écouter quand même ce qu'on a à dire. Donc voilà, ça me permet d'adapter un peu ce que je vais dire. Alors, de manière générale, ce qu'il faut savoir, c'est que la vente des prestations touristiques en France, vous le savez, elle est réglementée, hein, puisque quand vous avez une agence de voyage, alors je ne parle pas pour les compagnies aériennes, ça sera autre chose, mais les agences de voyage et les tours opérateurs, vous êtes immatriculés auprès d'Atout France parce que vous exercez une profession qui est réglementée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez obligatoirement une assurance de responsabilité civile professionnelle et une garantie financière. Alors qui auprès de la PST, qui auprès d'opérateurs privés comme Groupama par exemple, ils sont plus très nombreux à donner des garanties financières. Alors il ne faut pas confondre les deux, je ne vais pas vous l'apprendre. La garantie financière, c'est mieux quand on ne s'en sert pas. On est d'accord, hein, parce qu'elle est là pour prendre en charge vos clients en cas de défaillance de l'agence. La responsabilité civile, en revanche, elle est là pour pallier les éventuelles non-conformités, les fautes involontaires que vous commettez dans la réservation et la vente de vos prestations et en cas de réclamation des clients. Donc ça, c'est un peu le schéma global de votre exercice de l'activité.
Et autour de ça, vous avez, bienvenue, vous avez ce qui va englober toute votre activité, c'est votre responsabilité. Alors on va tout de suite mettre à part, bienvenue, on va tout de suite mettre à part la vente de vol sec. On en profite parce qu'on a des compagnies. Lorsque certains d'entre vous, alors là j'ai des agences réceptives, j'ai pas d'outgoing, mais les agences qui font de l'outgoing et qui vont, pour certaines, vendre du vol sec, ne vont pas avoir la même responsabilité que les agences, y compris les agences réceptives, qui vont vendre du forfait touristique. D'accord ? La vente de vol sec, c'est une activité de mandataire pour l'agence. Et dans ces cas-là, elle est responsable de bien vendre les billets correctement. D'accord ? On vend des billets qui ont un point de départ, un point d'arrivée, des horaires, une compagnie qui existe, c'est toujours plus pratique. Et à partir du moment où on a vendu, si vous saviez tout ce que j'ai vu comme cas dans ma déjà un petit peu longue carrière, une fois qu'on a rempli cette mission-là et que le client est parti avec son billet, ou maintenant on va dire qu'il le reçoit par mail, la mission est terminée. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle une responsabilité pour faute. Si on a fait une faute dans ce mandat qui est d'émettre des billets, on va être responsable. En revanche, quand on est agent de voyage ou tour opérateur, puisque maintenant il y a une co-responsabilité des deux, on a ce qu'on appelle une responsabilité de plein droit. Alors c'est vrai que souvent, moi, depuis toutes ces années où j'anime des formations ou des conférences, quand je demande aux professionnels, savez-vous ce que ça veut dire, votre responsabilité de plein droit? J'ai pour réponse, ça veut dire qu'on est responsable de tout. Parce qu'en fait, vous avez les mains dans le moteur et c'est ce que vous ressentez finalement. Parce que quoi que vous fassiez, lorsque vous élaborez, parce que certains produisent, ou que vous vendez, parce que vous pouvez revendre aussi des forfaits qui ont été élaborés par d'autres, vous avez ce sentiment que dès qu'il y a une réclamation, c'est sur vos épaules que tout pèse. Alors, je dirais que ce n'est pas faux. C'est une traduction pragmatique de ce qui pèse sur vous. Hello. Vous êtes responsable de plein droit. C'est une expression juridique, mais moi je vais vous la traduire, je vais vous la vulgariser. Cela signifie que vous êtes responsable de toutes les prestations que vous promettez dans votre contrat, donc le contrat client, pour ce que vous avez fait, mais aussi pour ce que les autres ont fait et que vous revendez ou que vous agrégez. Ça veut dire que vous êtes une agence de voyage, vous allez fabriquer ou vendre un forfait dans lequel vous allez mettre de l'aérien. Alors, vous ne possédez pas, sauf si vous avez beaucoup de chance, mais vous ne possédez pas la compagnie aérienne. C'est quand même, alors, je ne parle pas des réseaux intégrés et tout, mais en général, vous ne possédez pas la compagnie aérienne, vous ne possédez pas nécessairement l'hôtel dans lequel vous allez envoyer vos clients, ni les véhicules si on a un autotour, etc. Et pourtant, vous allez être la porte d'entrée de la responsabilité vis-à-vis de votre client pour le compte de tous ces fournisseurs-là, puisque vous êtes vraiment la porte d'entrée. Alors, une nuance, c'est que depuis 2018, sur les contrats clients, vous devez mentionner, lorsque vous revendez du tour opérateur, vous devez mentionner l'identité du TO parce qu'il y a une co-responsabilité. Ça n'empêchera pas le client d'aller à son agence pour dire il y a quelque chose qui s'est mal passé. Mais sur le contrat, il voit le nom du TO, il peut aller réclamer aux deux. Et alors, cette responsabilité, on va dire globale, c'est ce qu'on appelle donc la responsabilité de plein droit, elle est donc pour vous et pour autrui, pour le compte de vos fournisseurs, ou plus exactement ce qu'on appelle vos prestataires. Alors, il y a plusieurs portes de sortie pour cette responsabilité. La première porte de sortie, c'est de prouver que vous avez fait face, lorsque vous avez un client qui vous fait part d'une non-conformité, qui vous fait une réclamation, vous allez lui dire j'ai été confronté à des circonstances exceptionnelles et inévitables, ce qu'on appelait avant la force majeure. Alors la force majeure, à l'impossible nul n'est tenu, vous savez ce que ça veut dire, un événement imprévisible qui est indépendant de votre volonté et qui va venir impacter le bon déroulement des prestations que vous avez vendues. Ça, c'est le premier cas qui vous permet, alors j'aime autant vous dire qu'il faut vraiment bétonner son dossier
pour montrer qu'on a fait face à un cas de ces fameuses circonstances exceptionnelles et inévitables. Alors moi, depuis le début, je les appelle des CEI parce que j'ai la langue qui fourche au bout d'un moment, mais les CEI, c'est ça, hein, c'est la force majeure. La deuxième possibilité pour vous, pour échapper à cette responsabilité, encore une fois à condition de prouver, c'est de dire que c'est la faute de quelqu'un d'autre, d'un extérieur, d'une tierce personne qui n'a rien à voir avec le contrat. D'accord ? Vous ne pouvez pas dire c'est le chauffeur du bus qui est sorti de la route. Non, c'est vraiment une personne extérieure. Donc, par exemple, on a souvent des cas d'accident. Bah, c'est une tierce personne qui a déboulé. On a un chauffeur qui savait parfaitement conduire, qui n'avait pas bu, c'est toujours plus pratique, qui avait ses autorisations. Le bus était impeccable, tout neuf, etc. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui est sorti de nulle part et il y a eu malheureusement un accident. Ça, c'est ce qu'on appelle le fait du tiers, d'accord, qui est donc extérieur et qui est imprévisible. Et puis, vous avez un troisième cas, alors qui est assez rare, mais ça peut arriver, c'est le fait du client lui-même, qu'on appelle le voyageur dans le code du tourisme. Le voyageur lui-même a fait quelque chose qui n'est pas de votre volonté, qui n'est pas de votre ressort, et puis après il va se plaindre. Bah, ça arrive. Enfin, je sais que ça arrive. Et dans ces cas-là, si on arrive à le prouver, on lui dit, bah, il ne faudrait peut-être pas trop exagérer, parce que moi, cette excursion, je ne vous l'ai pas vendue. Je n'en ai même pas fait la promotion. Il n'y avait même pas de promotion sur place. Vous êtes allé faire ça tout seul. Vous vous êtes cassé la jambe. Je ne suis pas responsable. Voilà les trois cas. Et puis à côté de tout ça, vous avez aussi, je vous ai parlé de la responsabilité pour ce que vous faites et pour ce que font les autres. Vous avez évidemment la possibilité d'aller chercher les autres et de leur dire, je crois que c'est à cause de vous que ça s'est mal passé. Alors, on a des compagnies aériennes, mais ça c'est inhérent au transport aérien, hein, je ne vous stigmatise pas du tout, mais on peut avoir dans le cadre d'un forfait ou... alors c'est plutôt pour l'outgoing, mais on peut aussi avoir du réceptif parce qu'on a d'autres transporteurs que les transporteurs aériens, hein, je parle globalement. Ça peut être souvent la cause de réclamations. Donc sur l'aérien, ça va être des retards, ça va être des annulations. On peut avoir, si on a des transports, on fait du réceptif, on fait des visites, etc., bah, des autocars. Moi, en ce moment, j'ai des dossiers, c'est juste surréaliste. On avait des groupes, donc un groupe d'enfants, un groupe scolaire, et puis un groupe d'adultes. Donc c'est deux dossiers différents. Et c'est présenté pour ramasser le groupe et aller commencer les visites, mais une épave. C'est-à-dire que ce n'était pas un autobus, c'était une épave. Donc, dans un cas, ce sont les parents, dans l'autre, ce sont les clients. Ils ont refusé de monter, ils ont pris des photos. Les services de police ont été appelés. Les bus, on leur a mis des sabots pour les bloquer. Parce que, franchement, vous voyez, donc ça, typiquement, à cause de ça, donc on était sur des réceptifs, hein, à cause de ça, le tour, le voyage qui était en France n'a pas pu avoir lieu. Vous imaginez, d'un côté, vous avez des clients qui vont venir vous voir en disant « remboursez-moi, c'est juste inadmissible », mais de l'autre, vous avez le prestataire qui a été défaillant. Donc là, nous, on va être en phase de justice, parce que le prestataire a envoyé un courrier en disant « mais non, moi, mon bus, il était parfait, mais je ne vous raconte pas la nature des photos qui ont été prises et des constats par la police. » Mais on a quand même un prestataire qui dit « non, mais ça va, ça aurait tenu le coup, en fait, pour aller... » Donc, on ne peut pas le faire. Pourquoi ? Parce que quand vous vendez des prestations touristiques, je vous ai parlé de cette obligation de résultat, vous avez globalement, du début jusqu'à la fin de votre relation avec vos clients, une obligation générale de sécurité. Et cette obligation générale de sécurité, elle est née dans le droit du tourisme depuis des dizaines et des dizaines d'années, justement à l'occasion des transports. Parce que quand on transporte des gens, finalement, que ce soit en l'air, que ce soit par terre, que ce soit sur la mer ou sur un fleuve, bah, on les met forcément, entre guillemets, en danger. Enfin, on n'est pas censé les mettre en danger, mais tout peut arriver. Et donc, le développement de cette notion d'obligation de sécurité a eu lieu grâce aux décisions, aux affaires qui ont eu lieu et qui mettaient en cause du transport. La première affaire, une des premières affaires les plus anciennes, c'était un voyage en bus au Pérou, voilà, un petit peu au bord d'un précipice. Je vous laisse imaginer ce qui s'est passé. Et voilà, ça a donné lieu au fait que vous, les professionnels, vous êtes responsables de la sécurité de vos clients à partir du moment où vous allez les informer sur un voyage jusqu'à leur retour. Donc ça, il faut l'avoir en tête.
Ce sont des obligations qui sont lourdes, mais c'est pour ça que vous avez de la RCP, c'est pour ça que... alors la garantie financière, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un peu différent parce qu'elle intervient en cas de défaillance financière de vos agences. Surtout la RCP, être bien informé. Et je compléterai ça aussi en vous parlant de vos outils. Alors on a un IT provider, donc peut-être que vous fournissez les contrats ou vous faites du CRM ou non, c'est... Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit... Voilà. On fait du package. Vous faites du package. Oui, ça veut dire quoi, ça? Vol plus voiture, vol plus... Ah non, vous êtes un partenaire en fait, et vous proposez aux clients, aux agences d'aller agréger des vols et d'autres prestations, c'est ça? C'est ça. D'accord, ok. Non, je pensais que vous étiez un outil de gestion. Non. C'est pour vous montrer comment je connais un peu tous les termes et tout. Donc, il y en a certains qui vont, qui vont faire eux-mêmes leur contrat à la mano. Bon, ils vont souvent appeler chez moi pour me dire « Maître, il faudrait faire mon contrat client ». Et puis, vous avez aussi d'excellents fournisseurs de contrats, donc ce que moi j'appelle les outils de gestion. Donc, on ne va pas citer les marques, mais ce sont tous des amis, donc, et ils travaillent très, très bien. Parce que qu'est-ce qui est important? Et je peux vous dire qu'au bout de 34 ans dans ce métier, je vois encore, mais des dizaines de fois par an, des professionnels qui viennent me voir et qui me disent « Bon, j'ai l'impression que mon contrat, il est peut-être un peu à revoir. » Et là, ou alors, mes conditions de vente aussi, maître, est-ce que vous pouvez jeter un coup d'œil? Et je peux vous dire que quand je vois les documents, je dis « Mais non, mais c'est pas possible. » Et pourtant, on peut avoir accès, hein, par exemple, au niveau du syndicat, on peut avoir les informations pour faire les choses un peu correctement. Donc, il faut toujours avoir beaucoup de bienveillance là-dessus, parce que je sais que certains professionnels, ils sont un ou deux dans l'agence. Parfois, il y a des, voilà, on n'est pas non plus tous dans des gros groupes, etc. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir de bons outils. Hein. C'est comme les cordonniers. C'est comme, voilà. L'idée, c'est que vous ne soyez pas mal chaussés, comme les cordonniers. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la relation avec vos clients, vous avez une première phase qui est la phase d'information. Ils vont s'informer sur ce que vous pouvez proposer comme prestation. Et puis, ils vont vous dire, moi, je suis intéressé. Alors, vous allez leur sortir un devis. Appelez-le comme vous voulez. Une offre préalable, une offre précontractuelle, un projet de voyage, votre idée de voyage, tout ce que vous voulez. Mais c'est important parce que c'est réglementé par le code du tourisme. C'est-à-dire qu'il y a des informations qu'il va falloir donner au client. Où il part, comment il part, quelles sont les différentes prestations, dans quel hôtel, pourquoi, comment, est-ce que le voyage est accessible aux personnes à mobilité réduite, comment il pourra, quand il aura acheté son voyage, comment il pourra l'annuler, quels sont les frais d'annulation, comment il pourrait s'assurer. Je vous rappelle qu'en tant que professionnel, vous n'êtes pas obligé de vendre de l'assurance voyage, mais vous êtes obligé d'informer le client sur l'existence, sur la possibilité de s'assurer. Tout ça, c'est la phase d'information. Et c'est important parce que comme c'est dans le code du tourisme, ça veut dire que c'est sanctionné si vous manquez à une information. Mais finalement, c'est votre métier. Vous avez tout intérêt à informer au maximum sur ce que vous vendez et le mieux possible pour justement arriver jusqu'à la vente. Donc, premier point, un devis, une offre préalable, vous décrivez et il y a des clauses obligatoires. Donc, ça a été un peu repimpé en 2018. Parfois, quand on me propose des dossiers, je vois des informations qui datent d'avant, même avant 2009. Voilà, donc il faut être un petit peu vigilant sur ce qu'il faut mettre dedans. Alors, on pourrait faire en fait les 3 jours du salon sur tout ça, mais j'ai que 2 fois 3/4 d'heure. Donc, déjà, j'attire votre attention là-dessus. Vous avez aussi un élément d'information pour certains, notamment ceux qui font... ceux qui produisent, qui font du sur-mesure, c'est d'avoir vos conditions de vente. Alors, il y en a certains qui font partie d'un réseau. Donc, tout ça, c'est fourni par le réseau. Mais si vous êtes solo et que vous faites de la production, vous faites du sur-mesure, ça peut être intéressant d'avoir vos conditions de vente. Ce n'est pas obligatoire, justement, parce qu'on vous demande d'avoir un devis très précis, d'avoir une information préalable très complète. Mais ça peut être intéressant. Finalement, les conditions de vente, c'est quoi ? C'est un peu le mode d'emploi de votre agence. Vous allez rappeler, vous dites, chez nous, voilà comment on fait pour réserver, voilà comment on fait pour payer, comment on fait pour annuler, quelle est ma responsabilité de professionnel si ça se passe mal. Voilà, on remet tout ça. Vous avez un 3e support d'information préalable qui, lui, pour le coup, est obligatoire. C'est ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous savez, à la limite, faites-moi un petit signe si vous connaissez ça.
c'est le formulaire standard d'information. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du formulaire standard d'information? Par applaudissement? Non, je plaisante. Non, alors, c'est important parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas. Avant 2018, on demandait aux agences qui avaient des conditions de vente de reproduire une partie du code du tourisme, article R211.1 à R211.10. Okay, ça a disparu et ça a été remplacé par des formulaires standards d'information qui sont une espèce de résumé des droits du client. Alors, on ne peut pas pimper ces textes-là. Les seuls endroits que vous pouvez compléter, c'est le nom de votre agence et le nom de votre garant financier. Et c'est un texte qui a été rédigé par la directive européenne et reprise en France, donc qui est dans les obligations du Code du tourisme. Donc ce formulaire standard, il y en a un qui est réservé à la vente de forfait, il y en a un qui est réservé à la vente d'hébergement sec, il y en a un qui est réservé à la vente de forfait en ligne, vente d'hébergement sec en ligne. En tout, il y en a 6. Alors, il n'y en a pas pour le transport aérien, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est un peu hors Code du tourisme en termes de responsabilité et de formalité. En revanche, moi, ce que je conseille pour ceux qui font du vol sec, c'est d'avoir quand même un support contractuel pour dire « je vous ai vendu du vol sec, je ne suis pas responsable de plein droit, je suis responsable de ma mission de vous émettre un billet, vous payez, bonsoir ». Vous voyez ce que je veux dire? C'est mieux d'avoir quand même un petit support. Donc, le devis, éventuellement les conditions de vente, le formulaire d'information standard. Avec ça, si votre client n'est pas informé, franchement, qu'il vienne me voir. Et après, il dit, bah, c'est extraordinaire, vous m'avez donné plein d'informations, j'achète, comme dirait l'autre, j'achète. Et donc, on fait un contrat de vente de forfait, de vente d'hébergement sec. Pour nos amis réceptifs, il n'y a peut-être pas forcément toujours du transport, je ne sais pas ce que vous mettez dans vos produits, mais on arrive au contrat qui est la base de la relation avec le client. Alors, le contrat de voyage, c'est assez simple. Tout ce que je vous ai dit avant, tout ce qui fait partie de l'information préalable, vous le reprenez dans le contrat. Ça, c'est marqué dans le code. Le contrat, c'est d'une part tout ce qu'il y avait au niveau de l'information préalable, auquel on ajoute des clauses contractuelles. Alors, c'est des clauses où on ne peut pas trop faire preuve de fantaisie dans leur rédaction. C'est, on rappelle qu'on est responsable de plein droit, on rappelle qu'on a un garant financier, on ajoute éventuellement, vous savez, les demandes particulières du client que vous avez acceptées. Ça peut arriver. Tant que quelque chose n'est pas dans le contrat, ça ne vous lie pas. Si vous le mettez dans le contrat en disant « moi, le client, il m'a demandé un truc, j'ai accepté », c'est ce qu'on appelle les exigences particulières, ça devient contractuel. On met aussi une clause de règlement des litiges. Donc, on doit dire, voilà, comment faire si vous avez une réclamation. Vous nous écrivez à telle adresse ou à tel courrier mail. On vous répond sous maximum 30, 60 jours, ça dépend de votre organisation. Et dans cette clause, on doit dire aussi, vous avez la possibilité de saisir le médiateur du tourisme. Pour ceux qui adhèrent, par exemple, au syndicat, vous êtes automatiquement membre de la médiation. La médiation, les tentatives d'arrangement amiable, c'est obligatoire maintenant en consommation. Donc, il faut l'écrire sur son contrat. D'accord ? C'est à peu près tout, les clauses obligatoires contractuelles que l'on doit ajouter à tout ce qui était avant. Et je vous rappelle qu'on retrouve dans le contrat les conditions d'annulation, l'information sur les assurances. Alors souvent, vous mettez le client, si vous en vendez, si vous proposez de l'assurance, souvent on met le client à accepter ou le client à refuser. Vous avez plein de clients qui vont vous dire non mais moi j'ai une carte premier, je suis le roi du monde et tout. Et puis quand il se passe quelque chose, allô, alors du coup la carte premier, ils ne prennent pas en charge ça, ça et ça. Ben voilà. Mais vous êtes couvert à partir du moment où vous avez informé le client et où il a par exemple refusé de le prendre. Donc voilà un peu vos outils. Voyez-le comme une force plutôt que comme une contrainte, parce que quand ça se passe mal, déjà vous avez une bonne base contractuelle et effectivement on peut faire face à des imprévus sur place ou dès l'aéroport. On peut avoir des retards, etc. Et c'est vous, encore une fois, la porte d'entrée. Alors moi, mon conseil, quand il y a des réclamations et que ça se passe mal, c'est de ne pas mettre un mouchoir dessus et de ne pas dire je verrai ça plus tard, ou alors de ne pas dire ok, c'est un problème du transporteur, et de répondre au client écoutez, je vais voir avec la compagnie mais ça va être long. Ça, c'est contre-productif. Un client, même s'il est mécontent, à partir du moment où il a l'impression que vous vous occupez de lui,
il est le centre de votre attention, même si ce n'est pas vrai, on ne va pas se mentir, vous avez aussi plein de choses à faire. Mais voilà, vous dites, je m'en occupe. Et vous faites votre enquête pour savoir comment ça s'est passé. Ou alors, vous pouvez penser aussi que sa réclamation, elle est finalement assez fondée parce que vous avez déjà les informations de la part du réceptif ou de la part du prestataire. Et vous vous êtes déjà arrangé avec vos prestataires pour donner satisfaction au client. Donc, je pense qu'un bon arrangement vaut mieux qu'un mauvais procès, donc, mais il faut que ça soit à votre portée, bien sûr. Et moi, je prône toujours l'échange avec les prestataires. Je déteste quand on se met dos à dos en disant bon, je vais voir, mais c'est pas moi, c'est le Théo, c'est pas moi, c'est la compagnie, c'est pas moi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a des cas, évidemment, ça se passe pas très bien, c'est pour ça que je suis là, mais en tout cas, montrez au client que vous prenez en charge les choses et que vous allez faire de votre mieux, mais sans vous cacher, je sais que vous ne le faites pas, mais derrière vos prestataires. Parce que, n'oubliez pas, responsabilité de plein droit, vous en premier lieu. Alors quand il y a un Théo, par exemple, c'est bien d'être main dans la main pour avoir le même discours. Parce que moi, souvent, ce que j'entends et ce que je lis parfois dans des mails, c'est un peu normal aussi. Vous êtes dans une relation de proximité avec vos clients et vous pouvez avoir tendance à dire, à écrire par exemple à un fournisseur ou à un Théo, en mettant le client en copie et en disant « Monsieur Chambier m'a écrit, oui c'est scandaleux, il lui est arrivé ça », sans même vérifier si Monsieur Chambier dit la vérité, si c'est avéré ce qui s'est passé. Et vous vous mettez avec le client contre votre fournisseur ou votre prestataire. Et je pense que ce n'est pas une bonne chose parce que du coup, ça, on est sûr qu'on n'arrivera pas à ranger les bidons et que si ça doit se retrouver éventuellement devant un tribunal, on va être là contre au lieu d'être ensemble pour trouver une solution. Donc voilà, ça c'est mes préconisations. Alors le sujet qu'on avait choisi, c'est le B2C, mais je voudrais dire un mot justement sur le B2B. Donc ces fameuses relations avec vos fournisseurs. Moi, je vous recommande, et je sais que vous êtes dans des métiers parfois dans l'instantanéité, dans des relations anciennes, on se fait confiance, on s'envoie un mail, etc. Mais n'hésitez pas à avoir des traces écrites de ce que vous faites et de ce que vous commandez avec vos fournisseurs et de vous mettre d'accord sur les conditions dans lesquelles ce que vous avez commandé pourrait être annulé. Parce que aussi bien le client, lui, il a des conditions d'annulation, par exemple, mais vous pouvez en avoir aussi avec vos fournisseurs. Donc faites attention à ne pas vous retrouver entre les deux tranches, le jambon entre les deux tranches de pain et vous perdez d'un côté et vous perdez de l'autre. Vous voyez, il faut essayer de combiner les choses. Donc attention à vos relations B2B. Alors pour ceux qui sont dans des réseaux, tout ça, c'est les fournisseurs sont référencés, il y a des contrats qui leur serrent un peu le kiki. Mais ceux qui ne sont pas dans ce cas-là, voilà, essayez de veiller. Je sais que ce n'est pas toujours facile parce que vous avez des prestataires à l'étranger. Il y en a qui n'ont pas envie de signer un contrat. Voilà, donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'obligation générale de sécurité. Eh bien, vous avez aussi une obligation de checker vos fournisseurs. Donc, si vous produisez vous-même, si vous faites tout à la mano, eh bien, c'est super d'organiser un voyage en Mongolie extérieure, dans des yourtes avec des types qui vont leur faire boire du lait d'yak et tout. Mais vérifiez quand même, alors chaque pays a ses spécificités, mais assurez-vous quand même, peut-être grâce aux informations qui circulent avec les confrères, etc., assurez-vous que ce sont des bons prestataires, que éventuellement, alors je dis bien dans certains pays, ils sont éventuellement assurés, ils sont autorisés par l'autorité du tourisme de leur pays. Je sais que vraiment parfois c'est pas simple, hein. Il y a des destinations un petit peu exotiques, c'est rigolo. Mais pensez à ça, sécurité de vos clients égale vérification, contrôle en continu, hein, pas une seule fois, de vos différents prestataires. Ça, c'est important. Mais finalement, je suis sûre que c'est ce que vous faisiez et c'est ce que vous faites tout le temps lorsque vous montez un produit. Mais voilà, je voulais vous le rappeler parce que c'est vraiment important. Quelle heure est-il, Madame Percy? Là-bas, ça va. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez me soumettre un cas, quelque chose? N'hésitez pas, vous n'êtes pas obligé de présenter votre agence, ça peut être anonyme. Je vous écoute. Bonjour. Bonjour. Donc, je suis agent de voyage. Moi, je me suis fait avoir sur un contrat qui était en demande. Le vol était bon et l'hôtel était en demande.
il est revenu. Donc j'ai fait signer un contrat. Alors je suis MB3M, donc ça a payé. Oui, que je connais très bien, Fabrice. Au ficelé. top. Ouais. Du coup, mon contrat en demande. Je rappelle le client pour dire que l'hôtel n'était pas disponible. Je lui fais une contre-proposition. Il me valide par oral, par téléphone. Hein, il habite à 20-25 km. Et le lendemain, il me dit, au final, j'ai changé d'avis. Donc, le souci que j'ai eu, c'est que donc, il n'a pas re-signé le nouveau contrat, confirmé, passé confirmé. Et les conditions d'annulation n'étaient plus les mêmes. Ouais. Du coup, je me suis retrouvée avec 100% de frais. Ok. Et dans mon contrat, moi, je mettais conditions d'annulation. Je mets selon le voyagiste, parce que j'ai pas le temps de savoir au final chaque fournisseur. Ouais. Et du coup, alors donc c'est parti en cacahuète parce qu'après, vous m'avez pas présenté le DIN au niveau de l'assurance. Enfin voilà, ça y est. Bon du coup j'ai tout perdu. Le DIN, c'est le document d'information normalisé, c'est le document des assurances. Voilà. Quand vous vendez de l'assurance, c'est l'assureur qui fournit le DIN. Hein. Et vous faites la courroie de transmission, mais c'est un document qui vient de l'assureur. Bon, du coup, il ne l'a pas eu avant de signer son contrat. Oui, il va chercher tous les motifs pour dire moi je m'en fiche, au revoir, bonsoir. Voilà, et voilà. Exactement. Donc là, est-ce que par exemple un contrat qui est en demande, est-ce que la proposition du fait qu'il a signé le premier, ça peut m'aider ou non? Alors, c'est pas signé, c'est pas signé. Alors là, ce qui est extraordinaire, c'est que votre question, elle regroupe plein d'autres éléments que je vais vous donner et que je ne vous ai pas encore donné. Alors, on va commencer dans l'ordre. Vous vous souvenez, je vous ai dit information préalable égale devis et puis après contrat. Alors, une bonne nouvelle pour vous, depuis 2018, il n'est plus obligatoire de signer un contrat de voyage. Ce qui compte, c'est d'avoir l'accord du client sur le contenu d'un contrat, ce qu'on appelle la confirmation du contrat. Ça ne veut pas dire que c'est interdit de faire signer. On est d'accord, hein? Mais ça n'est plus une condition obligatoire. Donc le client qui va vous dire « moi, je n'ai pas signé, je ne suis pas lié », ce n'est pas valable comme argument. En revanche, ce que vous devez savoir, c'est est-ce qu'il a donné son accord sur le contrat. Alors parfois, ça se fait par mail. Vous voyez, vous envoyez le contrat par mail, il va vous répondre « je suis d'accord » et puis souvent, il va vous payer un acompte. Donc, ce qui compte, c'est ça. C'est l'échange des consentements, c'est montrer qu'il était d'accord. Une fois que je vous ai dit ça, il y a quelque chose de très important que j'ai noté à 2 reprises dans ce que vous m'avez dit. Vous m'avez dit j'avais un contrat en demande. Et quand on est avocat, juriste, alors je n'ai pas sauté en l'air parce que j'ai des talons, mais il n'y a pas de contrat en demande. Il y a un devis, il y a une préparation d'un voyage, mais à partir du moment où le contrat, et je sais que c'est contraignant dans vos activités, si vous concluez le contrat avec le client, c'est que les services sont OK. C'est-à-dire le transport et l'hôtel. On ne peut pas signer un contrat, enfin on ne peut pas conclure un contrat avec encore des prestations en request. Ça, c'est pas possible. Alors, normalement, je vais voir avec MB3M, on ne va pas stigmatiser ce prestataire, mais à partir du moment où un contrat est confirmé, et je sais que notamment chez ce prestataire-là, il y a des moyens de confirmer dans l'espèce de messagerie, vous voyez, le client coche, etc. Quand son accord est donné, c'est que vous avez le service en face. Donc attention à ça, je sais que ce n'est pas facile, je sais que parfois les délais de réponse du fournisseur vont être trop longs et vous avez le client en face, et vous, voilà. Donc attention, à partir du moment où vous confirmez quelque chose et de surcroît lorsque vous prenez un acompte, le contrat est conclu. Alors, si vous, après, vous changez la donne, je suis à vous, si vous changez la donne en disant bah, finalement l'hôtel il n'est pas confirmé, etc., finalement, on passe dans une autre phase qui est celle de la modification du contrat qui a été conclu. C'est-à-dire, on dit au client, bah, finalement, j'ai une modification, j'ai un changement, on s'était mis d'accord sur un truc, ça change. Et là, le client peut dire, OK, j'accepte, ou je préfère annuler et récupérer ma mise. Mais quand vous avez dit tout à l'heure, il avait donné son accord par oral, c'est là que ça, vous comprenez que c'est là que ça a chopé, parce que si vous avez dit, oh ben je suis d'accord, le contrat change, vous aviez un échange par exemple par mail ou par écrit, et là vous étiez OK.
Vous comprenez? Et si le client n'est plus d'accord après, c'est lui qui rentre en phase d'annulation de son fait. Et éventuellement, vous voyez? Donc, attention à ça. Donc, je vais investiguer cette histoire d'avoir des contrats en request parce que je connais leur système. Ils ont l'offre préalable, ils ont tous les échanges possibles sur leur messagerie avec genre j'ai accepté les conditions de vente, j'ai reçu le devis. Ce qu'ils appellent l'offre préalable ou l'offre précontractuelle qui se transforme en contrat. Donc, normalement, on ne doit pas mélanger. Il n'y a pas de zone de gris, vous voyez? Mais je vais investiguer là-dessus. Mais mon conseil général, c'est ça, d'essayer de ne pas mélanger les deux. Je ne dis pas que vous le faites, hein, mais voilà, quand on conclut le contrat, on a les prestats en face. C'est même, je vais vous dire un truc, c'est même une règle de droit commercial. C'est-à-dire que quand on propose quelque chose, on doit l'avoir en stock. Donc vous, c'est du service. Mais voilà, moi, si je mets à la vente, je m'appelle une grande marque de discount et je dis cette semaine, il va y avoir 500 tronçonneuses à 25 €. Vous savez, les pubs, là, à partir de mercredi, vous avez le mixeur et tout. Eh ben, il faut que j'ai les 5000 mixeurs sur toute la France. Faut pas, vous voyez, ce qu'on promet, on doit l'avoir en stock. C'est compliqué, hein, je sais. Je sais. Mais entre ce que décide le législateur et la réalité de vos métiers, je pense qu'il devrait faire quelques stages, en fait, de plusieurs semaines en agence. Alors, j'avais... Madame, non? Alors, un petit micro. Merci. Bonjour. Il me reste 8 minutes. Je voulais juste rebondir sur le fait d'avoir un contrat en request. On en a, nous, régulièrement. On est obligé de cocher en request. On prend une garantie de la part du client, on lui fait signer et on met et une après, réserve vous le vendeur. remboursez. Oui, alors... Non, on ne le rembourse pas puisqu'on n'encaisse rien. En fait, c'est une garantie. Soit il nous met un chèque en caution, soit il nous donne un numéro de carte. Alors ça, c'est une pratique que je vois. C'est-à-dire, vous avez un numéro de carte, vous débitez pas. Mais à ce moment-là, juridiquement, vous êtes encore dans l'offre préalable. Le contrat n'est pas conclu. Et pourtant, on fait signer un contrat en demande. Oui, vous êtes pas, je vous rappelle, vous n'êtes pas obligé de faire signer le contrat. Mais nous, ça nous rassure, hein, clairement. Oui, mais si le client, s'il y a un problème, lui, il dira, non mais attendez, moi, je ne suis pas engagé par un contrat parce que je n'avais pas les services en face. Je sais que dans la pratique, c'est ce que vous faites. Je ne dis pas que ça ne marche pas. Vous savez, en général, moi, quand j'interviens, c'est que justement qu'il y a un problème. Parce qu'on va avoir un client qui dit, mais attendez, moi, le truc, il était en request, donc je ne suis pas engagé. Et il aura raison. Et on le prévient, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a pas les prestations, on l'informe qu'il y aura peut-être des contre-propositions avec éventuellement des hausses de tarifs. Donc, il est déjà informé, en fait. L'offre oui, est mais déjà moi, faite, ça ne me dérange pas parce que je vous dis que juridiquement, vous êtes encore en phase préalable. Il ne faut pas vous inquiéter pour ça. Et vous embêtez pas à faire signer, même à l'intérieur, si vous faites un contrat papier, de faire signer à l'intérieur du contrat la rubrique assurance, la rubrique machin. On arrête ça. Ça, c'était au Moyen-Âge. D'accord ? Quand ils étaient à cheval avec des calèches et tout. Maintenant, c'est terminé. Est-ce qu'il y avait une autre question? Ouais. Mais quel succès! Bonjour. Bonjour. Philippe Tapia, venu des voyages, agent de voyage. Peut-être vous avez traité le sujet, je suis désolé. C'est pour tout ce qui est vol plus hôtel, dans le cas où le vol est annulé. Je sais que c'est nous qui prenons tout. Question, est-ce qu'il y a une assurance possible sur ce genre de choses? Une assurance pour vous ou une assurance pour le client? Pour nous. Non. Alors moi, ça m'intéresse quand vous dites vol plus hôtel parce que souvent, vous, les professionnels, vous dites je fais du package dynamique, je fais vol plus hôtel. Mais vol plus hôtel, c'est un forfait. Hein, par rapport au client, c'est classique. Que ce soit vous qui l'agrégiez ou que vous l'achetiez tout fait. Non, là, c'est moi qui l'agrège. Voilà, c'est vous qui l'agrégez, donc vous lui vendez un forfait, vous composez comme vous voulez. Et non, les assureurs, notamment les assurances de RCP, ne prennent jamais en charge le remboursement des prestations annulées. Eux, les assureurs de RCP, ils sont là pour vous aider s'il y a une réclamation d'un client parce que quelque chose s'est mal passé, une non-conformité. Alors, il y a peut-être des assurances plutôt voyage à étudier éventuellement pour le client. Ça existe. Ça existe aussi pour les pros. Bon, à mon avis, ça coûte un demi-bras, mais, voilà. Mais après, de base, moi, je ne suis pas assureur, je travaille avec eux, mais comme ils sont sur le salon, ça peut être intéressant de leur demander, effectivement. On est bien d'accord que de toutes les façons, on doit rembourser le client la totalité de la prestation si le vol est annulé et que derrière, il y a l'hôtel, etc. Ben après, vous savez, il y a autant de cas de figure que Mais légalement, oui.
Bah, si vous lui annulez, vous pouvez aussi lui trouver une solution de remplacement, mais en général ça coûte cher. Enfin, vous connaissez le gig. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Bonjour, Bonjour. moi je suis Corinne Doulan d'une petite agence de voyage et je voulais juste savoir, jusqu'à maintenant, quand j'échange avec mon client, j'échange sur la base d'un bulletin d'inscription. Oh là, mon Dieu. Alors, est-ce qu'il faut absolument, enfin, est-ce que maintenant je dois changer et mettre c'est un contrat de vente de forfait ou parce que je trouve que c'est moche. C'est pas Alors, vendeur le contrat. Ça Voilà. me fait sourire parce que moi, quand j'ai commencé dans ce métier, donc j'étais un bébé avocat et on parlait de bulletin d'inscription. Mais c'est quelque chose qui n'a jamais existé dans la loi en fait. C'est votre pratique qui a sorti ce terme-là. Il y a parfois, vous savez, certains groupistes qui font des bulletins d'inscription pour les participants d'un groupe et puis ils signent un contrat avec le responsable du groupe. Et c'est vrai, il y a une espèce de bulletin d'inscription. On trouve aussi des bulletins d'inscription dans la dernière page de Télé 7 jours, vous voyez, pour aller faire un voyage en Turquie pour acheter des tapis. Ça n'existe pas. N'ayez pas honte d'appeler votre document contrat de voyage, d'accord ? Au niveau de la loi, si jamais il y a C'est le souci terme. derrière, C'est le terme. préférable de l'avoir Quand vous libellé vendez des contrat, quoi. prestations touristiques, c'est D'accord. c'est vrai qu'on est dans la prestation de service et on n'est pas dans de la vente d'objets. Mais on a créé cette espèce de catégorie hybride qui est de la vente de prestations touristiques, de la vente de forfait. Donc, vous l'appelez contrat de voyage. Ça marchera très bien. Et avec toutes les rubriques dont je vous ai parlé, voilà, les conditions d'annulation. Il y a un truc dont je n'ai pas parlé, c'est les formalités administratives. Il ne faut pas oublier, dès l'information préalable, on dit, alors moi je vous conseille de donner l'information la plus générale possible parce que vous n'allez pas connaître toutes les nationalités, vous mettez, voilà, il faut un passeport, valable 6 mois après le retour, par exemple, etc. Donnez les informations les plus larges. Si vous avez l'info sur la nationalité de votre client, vous creusez un peu l'info. Est-ce que lui, il aura besoin d'un visa ou pas? Mais voilà, il ne faut pas oublier, je vais vous dire, entre l'information préalable et le contrat, j'ai 15 clauses, 8 et 7, ouais, c'est ça, qui sont obligatoires. Donc, c'est pas que ça prend des kilomètres et des kilomètres, mais il faut les mettre. Plus vous serez au carré sur vos informations, plus vous serez tranquille s'il y a un problème, et vous pourrez vous consacrer à la gestion de ce problème pour trouver une solution. Qu'on n'aille pas vous chercher en disant, mais en fait, dans ce contrat-là, j'ai aucune information, moi, sur le visa. Je ne savais pas qu'il y avait un visa. Donc, je vous mets en responsabilité parce que mon mari, il pouvait passer, mais pas moi. J'en ai plein des dossiers comme ça. Donc, plus vous serez au carré, plus on se concentrera sur ce qui s'est passé pendant le voyage. Merci, ça marche. Avec plaisir. Allez, encore 2 minutes. Qui c'est qui a une petite question? Ah, on a une question ici. Je ne sais pas si on peut dépasser, je vais voir avec... Bonjour. 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 Vous parliez tout à l'heure de la comparaison ou le face-à-face à faire entre les conditions à proposer aux clients et les conditions à proposer aux prestataires. Oui, le B2C et le B2B. Le B2B. Concrètement, vous êtes dans plusieurs situations, enfin, de ce que vous avez vu déjà de votre pratique professionnelle, plusieurs situations dans lesquelles les agences ont eu à le faire après, avant. Est-ce que ça pose problème généralement? De régler les problèmes après? Oui, ou... sans avoir au préalable comparé les deux types de conditions et de les avoir égalisées. Alors, si vous n'avez pas mis à plat les conditions de vos relations, par exemple en B2B, savoir ce qui peut arriver si vous êtes obligé d'annuler parce que votre client a annulé, vous savoir à quelle sauce vous allez être mangé en B2B, c'est problématique parce que on ne peut pas vous forcer en tant que professionnel, on ne peut pas vous forcer à accepter a posteriori. C'est-à-dire que votre prestataire, il ne peut pas vous dire « Ah, mais je ne vous l'avais pas dit, mais moi, les conditions d'annulation, chez moi, c'est comme ça. » Donc, on va dire que c'est plutôt à votre avantage, mais enfin, il ne faut pas oublier que vos prestataires, vous allez être amenés à éventuellement retravailler avec eux. Sur certaines destinations, ils ne sont pas si nombreux. Donc, moi, franchement, bien sûr que j'ai eu des cas où rien n'a été mis d'aplomb avant. Et puis après, moi, je suis là dans mon petit canot à remonter les chutes du Niagara à la main. Donc, voilà, c'est pour ça que je recommande. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de faire un contrat à l'américaine de 25 pages. Ça peut être aussi un mail en disant, voilà, moi,
je vous fais. Alors, il y a des prestataires assez élaborés où on peut aller sur le site, on a un site B2B et tout. Mais sinon, voilà, ça peut être aussi un mail en disant voilà comment ça se passe chez vous. Si vous connaissez par exemple les conditions d'annulation de vos prestataires, ça peut vous influencer pour préparer celle avec votre client. Par exemple pour ceux qui font du sur-mesure où vous n'allez pas. Parce que tout à l'heure c'est Madame, je crois, qui disait, c'est vous qui disiez, je mets dans le contrat voir les conditions d'annulation du voyagiste. Je ne sais pas si c'est vous qui disiez ça. Alors, ce que je vous précise. Et ce qui doit gouverner toute la documentation que vous échangez avec vos clients, c'est que, et ça c'est tiré du code de la consommation, les informations doivent être claires, compréhensibles, lisibles et apparentes. Apparentes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous prenez le document, vous les voyez écrites, tout simplement. Donc, renvoyer aux conditions du voyagiste, ça obligerait le client à les chercher, il n'a peut-être pas forcément, on a de moins en moins de brochures, ou voilà. Vous voyez, on ne peut pas faire ça. Et je sais que vous allez me dire, oui, mais moi j'ai plein de fournisseurs, je ne vais pas aller chercher à chaque fois leurs conditions pour les faire remonter. Eh bien, ne le faites pas. Ayez vos propres conditions. Réfléchissez à un moyen d'avoir une espèce de formulation générique qui vous permet de couvrir un peu tous les cas d'annulation de vos fournisseurs, et puis ça sera les vôtres. Et comme ça, vous les mettez dans votre contrat. Alors, certains vont faire remonter les conditions des fournisseurs, mais du coup, ils vont le faire. C'est un espace, ils ont justement des outils de gestion, ils vont pouvoir faire remonter les conditions du fournisseur. Mais n'oubliez pas que si vous appliquez les conditions du fournisseur, vous passez à la trappe. Hein. Ça veut dire que s'il y a une annulation, finalement, vous n'êtes pas sûr de garder, par exemple, votre marge. Donc ça, il faut y penser. Donc moi, j'ai toujours... je donne toujours comme conseil d'être au-dessus des conditions des fournisseurs pour englober. Alors attention, les frais d'annulation, c'est jamais plus de 100% de ce que le client a payé. Hein. Bon, on va essayer d'éviter de faire de la marge sur les frais d'annulation. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que c'est l'heure d'aller? Est-ce qu'il y a peut-être une autre conversation derrière? Je ne sais pas. Il y a une autre conversation derrière, alors peut-être que vous voulez rester. Merci à tous pour votre écoute. Franchement, c'était super intéressant. Vous m'apportez toujours beaucoup et voilà. Rendez-vous pour ceux qui voudraient rebelote jeudi à la même heure. Merci beaucoup.